Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Nous sommes à Beaune, dans les bureaux de cette institution. Je suis avec Marinette Garnier, œnologue de la maison Jaffelin. Marinette, vous êtes la représentante des vins de Bourgogne aujourd'hui, entre guillemets. Vous êtes surtout quelqu'un qui avait un véritable regard sur la diversité des appellations et surtout de toutes ces appellations très riches de Bourgogne. On va parler ce soir aujourd'hui de Centenay. Je m'appelle Manuel Perrondet, je suis meilleur ouvrier de France en sommellerie et nous sommes ensemble, vous, professionnels, qui avez peut-être reçu ces vinotes ou peut-être d'autres personnes, bienvenue en tout cas, qui que vous soyez pour ce live qui va bien sûr parler de l'appellation Centenay. Centenay sous toutes ses coutures, Centenay cette appellation mystérieuse, cette appellation en mouvement. On va essayer de prendre une photographie dans le temps de cette belle appellation et surtout de comprendre son immense diversité. On va surtout passer tous ensemble une très très belle dégustation avec donc ces échantillons qui représentent donc des bouteilles de la cave de prestige de la sélection prestige du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne autour de cette appellation. Vous allez avoir surtout une véritable richesse de terroir. On va voir vraiment que les climats sont très très marqués dans ces différents flacons. Et tous ensemble, on va pouvoir bien sûr interagir. Alors n'hésitez pas bien entendu à commenter lors de ce live un petit peu vos ressentis, à rebondir sur des échanges. Bien sûr, vous pouvez également aller sur le hashtag Bourgogne chez vous pour commentez, continuez bien sûr et sachez qu'on répondra également avec Marinette à toutes vos questions si vous en avez à la fin de ce live. On recevra en direct donc toutes vos questions au fur et à mesure que vous les poserez. Alors ceci étant, on va vous donner un petit peu de mots pour évidemment parler du programme de ce live. On va bien sûr parler de l'appellation Centenay depuis sa dimension un peu historique, de son actualité, peut-être aussi un peu de sa trajectoire. Ça c'est vraiment intéressant d'en parler avant de déguster. On va bien sûr après se concentrer sur quelques conseils pour bien mettre ces vins en valeur et surtout rentrer vraiment dans le vif du sujet, rentrer dans les appellations, dans les coteaux, dans les parcelles et essayer de comprendre un petit peu ce que tout ça va nous donner. Bien sûr, on va pouvoir aussi, là c'est pour ça un petit peu le conseil que je vais vous donner, les comparer. Donc équipez-vous surtout de beaux verres, ayez peut-être des verres qui vous permettent de comparer côte à côte, par exemple la première série de blancs, les deux vins qui suivent et puis après pourquoi pas les premiers crus. En tout cas tout ça vous permettra d'être avec nous et surtout vraiment dans le même tempo de découverte. Alors Marinette, on va parler de Centenay. Parler de Centenay, c'est bien sûr parler d'une appellation qui mérite aujourd'hui un bon coup de projecteur. Elle a peut-être manqué de notoriété, cette appellation Centenay, c'est l'histoire qui nous a légué ça. Pour ceux qui ne savent pas, Centenay est une appellation qui a historiquement été éloignée de Beaune. Elle n'avait pas forcément eu la même renommée que les appellations qui étaient autour de l'appellation Beaune. Et les négociants beaunois, fut une époque, n'avaient pas forcément cherché des raisins beaucoup plus loin que ça. C'est une appellation également qui a été portée un petit peu par son histoire. On dit toujours que des appellations sont liées à des grands mouvements socioculturels, aussi à des économies, à des époques, à des périodes. Peut-être que Centenay a souffert un petit peu plus que les autres du fait qu'on est abreuvé pendant pas mal de temps avec cette appellation Centenay, les villes un peu plus industrielles comme le Creusot, comme Chalon-sur-Saône, des villes de proximité, et on faisait surtout des vins en vrac. Alors le vin en vrac fut une époque, ça bien sûr a existé dans toutes les appellations de Bourgogne. Aujourd'hui c'est un petit peu moins la tendance. Ça a perduré un petit peu plus longtemps à Centenay. Un petit peu plus à Centenay, c'est peut-être un petit peu ce qui nous a évidemment éloigné du message de qualité qu'on va essayer bien sûr de transmettre aujourd'hui. Mais ce qu'il faut vraiment noter, c'est que tout ça, bien sûr, est une époque un petit peu révolue. Ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui de comprendre, c'est que la partition géographique, topographique, géologique de Centenay est assez unique. On va en parler un petit peu dans notre live, mais on va surtout aussi mettre sous les projecteurs un deuxième paramètre, une deuxième étoile qui s'aligne, c'est qu'on a beaucoup de propriétaires, 35 au total, qui sont en train de prendre conscience aussi du joyau qu'ils ont entre les mains, de cette prolongation évidemment des grands terroirs de Chassagne, de Puligny, de Meursault qui les précèdent sur la route nationale 74 et bien entendu un public, vous peut-être, vous professionnels qui allez ambassader peut-être demain ces vins en comprenant bien sûr qu'on trouve des rapports prix-plaisir vraiment exceptionnels avec des véritables identités terroirs, une vraie hiérarchie entre les bas de coteaux, les hauts de coteaux et la partie centrale avec ses premiers crus qui sont exceptionnels. Bref, on va vraiment essayer de remettre un petit peu tout ça en mouvement. Tout ça, en tout cas, pour vous dire en tant que sommelier, en tant qu'acheteur de vin chez Chef d'Œuvre, j'aime vous dire que cette appellation a beaucoup progressé. Elle a certainement compris aussi les enjeux de son avenir grâce à une rénovation du matériel végétal. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on observe aujourd'hui, à Centenay particulièrement. Et en plus de ça, il y a un mouvement économique qui va se passer puisqu'on voit aussi que pas mal de grands domaines d'autres appellations viennent regarder un petit peu ce qui se passe à Centenay. Tout ça va créer une inertie
et bien sûr tirer l'appellation vers le haut. Alors voilà pour la petite introduction autour de Centenay. On va parler un petit peu de cette topographie, géographie et surtout de cette richesse de terroir au travers de l'introduction des vins, bien entendu. Si vous avez reçu évidemment les informations du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, vous allez pouvoir vous plonger un petit peu dans toute cette cartographie, dans cette richesse de climat et tout ce qui anime évidemment le cœur de cette appellation Centenay. En tout cas, je vous invite bien sûr à mettre vos vins à la bonne température. Attention, ne servez pas les rouges trop chauds, hein, ça va vraiment desservir. Le pinot noir, on le sait, préfère les températures un petit peu rafraîchies. J'espère que vos blancs sont aussi à la température idéale de dégustation. Mais en même temps, il ne faut pas servir ça trop froid, sinon on va, pour les blancs, les raidir ou pour les rouges, un petit peu raffermir la structure des tanins. Alors voilà pour les conseils un petit peu pratiques. Marinette, allons-y, rentrons dans le vif du sujet si ça vous tente, parce que nous allons parler, petite parenthèse intéressante, de la cave, de la sélection prestige de la cave ici, mais nous allons parler surtout de prix intéressants à souligner, de 16 à une trentaine d'euros. Hein. C'est ça un petit peu qu'il faut souligner bien sûr dans la dégustation que l'on fait aujourd'hui, juste pour faire un petit parallèle, puisqu'il est important de comparer pour comprendre également. Entre 16 et 30 euros, aujourd'hui, on trouve surtout des Bourgognes génériques en côte de nuit, typiquement. Hein. Et donc, là, ce qui est intéressant sur l'appellation Centenay, c'est qu'elle n'a pas trop comme ça explosé en termes de tarification, et ce qui reste évidemment pour des professionnels ou même des vrais amateurs, ceux qui boivent du vin régulièrement, très intéressant. Alors, je vous invite à vous plonger un petit peu sur le premier vin. On va attaquer avec les blancs. Alors, les blancs, une rareté, hein, Marinette, à Centenay? Oui, moins de 20%. 20% à peine de blanc sur Centenay, avec une véritable légitimité. On a bien sûr des calcaires, un gros bloc calcaire oolithique magnifique sur l'appellation Centenay qui permet, selon certains secteurs, d'accueillir largement et légitimement des chardonnays. Un autre argument très fort pour l'appellation Centenay, c'est aussi son altitude. C'est un des plus hauts vignobles de Bourgogne, jusqu'à 500 mètres des fois. Hein. Voilà, entre 300 et 500 mètres. 300 et 500 mètres, ce qui bien sûr, alors on n'en parle pas forcément beaucoup dans la richesse des appellations, mais à l'heure du réchauffement climatique, ces climats d'altitude deviennent aussi un peu plus légitimes, des fois peut-être un peu plus équilibrés. On l'observe évidemment pas que à Centenay, mais aussi sur toute la côte, quand on monte un peu dans le coteau, hein, Saint-Romain, Océ-Durès et toutes ces appellations par exemple voisines, profitent évidemment aussi de ce réchauffement climatique. Alors ça change un petit peu la partition, et ça aussi quand on est un acteur du vin et qu'on regarde un petit peu les évolutions de chaque vignoble, on doit en prendre en compte. Alors, on attaque le coteau direct. On attaque le coteau direct avec un Centenay comme dessus. Alors, la comme dessus, on est sur la petite carte, évidemment, située Haute-Coteau, côté Chassagne, au nord de l'appellation. Exactement. Là, on est vraiment dans la Roche-Mère, on monte très haut. Beaucoup de cailloux. Beaucoup de cailloux, voilà, ça c'est la vertu, bien sûr. Voilà, sur des sols très calcaires, donc très peu profonds. Et donc c'est vrai que du coup, ça permet d'avoir une belle expression du chardonnay et ça donne vraiment des vins, on va voir, avec une belle structure tannique, même pour les blancs. Alors vous allez voir que cette bouteille, nous on l'a dégustée avec Marinette un petit peu en amont de cette dégustation. Vous allez voir qu'elle va vous mettre d'abord les papilles bien en rythme. Elle va surtout vous mettre un petit peu dans l'information du message de ce qui se passe là-haut quand on monte dans le coteau. Puisque si vous vous penchez un petit peu sur la diversité de ce secteur et vous montez un petit peu dans le coteau, vous allez chercher bien sûr la Roche-Mère. On parlera un petit peu de l'autre secteur tout à l'heure dans les rouges. Donc côté Marange, un peu haut également dans le coteau. On retrouve également sur certains endroits une Roche-Mère à fleurs un petit peu haut dans le coteau. Mais ensuite, la partie centrale, on va descendre sur des terres un petit peu plus riches et avec des géologies, on en parlera un petit peu plus tardivement. Ce qui compte là, c'est de bien comprendre un petit peu l'impact de la roche à travers un vin qui va donc égayer les papilles, aller chercher du sel minéral, aller chercher bien sûr un petit peu de salivation. Alors on y va, c'est 2017, beau millésime, voilà. Beau millésime de blanc 2017. Hein. Donc 2017, millésime assez généreux pour nous en Bourgogne. On a eu des quantités satisfaisantes et du coup ça donne des vins qui sont très élégants, sur la finesse, très représentatifs de ce que fait la Bourgogne. C'est vrai. Dominique Lafont, au domaine des comptes Lafont, me témoignait, il disait « ça me rappelle les 92 ». Je ne sais pas si vous vous rappelez des 92, vous, à Meursault. Moi, j'en ai bu quelques-uns. C'était une belle année de blanc. Ça a tenu pas mal. On verra évidemment si cette promesse est tenue. Revenons un petit peu au domaine Chevreau, donc, puisque c'est le premier domaine qui illustre cette bouteille de Centenay comme dessus. C'est un domaine bio, précisons-le, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et cette bouteille a donc fait 12 mois de fût, 3 mois ensuite de mise en masse et mise en bouteille. Ouais. Cette bouteille, on la déguste maintenant à l'aube de son expression, on va dire, hein, comme ça. Alors, robe très pâle, claire, très lumineuse, évidemment. Plutôt pâle. On a l'impact au nez de cette Roche-Mère. On sent le côté très calcaire, le côté vraiment tendu. C'est vraiment un vin qui est précis. C'est
je pense que c'est un très bon cas d'école. On va pouvoir comparer en tout cas au deuxième vin derrière. Vous allez voir quand on descend un peu dans le coteau et quand on gagne en richesse, d'abord de terre, mais aussi en gagne en richesse exotique, vous allez voir, on va pouvoir comparer. Donc n'hésitez pas à comparer. Comparer, c'est comprendre souvent dans le vin. Eh bien là, allez-y, mettez 2 verres à côté, vous allez pouvoir un petit peu comprendre. Alors, dans le verre, c'est bien sûr de la fleur, de la fleur blanche, de la pierre humide, un peu de zeste d'agrumes. On est sur cette tonalité de fond de fruits de verger. On a ce sentiment en fait, de ce caractère très salivant, presque évidemment perceptible au bouquet. Ouais. On va bien sûr y plonger. Allons-y. Alors évidemment, regardez-moi le rythme de cette bouteille. Très salivante, hyper challengeante pour les papilles. Beaucoup de rythme. Très droit. Très droit. Pas on a trop une très belle longueur, voilà. C'est vraiment un vin qui se laisse déguster comme ça sur son côté très minéral. Et on a vraiment une belle expression du calcaire. Ça vraiment, encore une fois, c'est très important. C'est vraiment le marqueur de ce vin-là pour moi. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que nous sommes en Haute-Coteaux sur une appellation village. Souvent, les appellations village, on le sait, sur la côte, sont plutôt bas dans le coteau. Ça dépend un petit peu des différents villages. Mais en tout cas, là, je trouve qu'on va chercher un petit peu plus d'identité saline et de rythme dans la dégustation au travers de cette bouteille. En rétro-olfaction, on retrouve un petit peu les mêmes promesses, ce côté pierre à fusil, poire, agrumes, et puis un petit peu craie qui est un peu intimement lié à ça. Ce que j'apprécie dans ce vin aussi, c'est qu'il n'est pas trop habité par son élevage, c'est-à-dire que la tonalité boisée est très légère et en fait, ça laisse place à beaucoup d'imagination, surtout si on aime un peu la gastronomie. On va parler un peu cuisine quand même, Marinette, on ne va pas que parler du coteau, mais il faut savoir que ces grands vins sont bien sûr au service du plaisir des sens, mais aussi de la gastronomie. Donc, on va essayer de mettre un petit peu tout ça en relief. Vous aimez cuisiner avec des gens comme ça, Marinette? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites à la maison? Alors moi je cuisine peu, c'est mon mari qui cuisine. C'est bien, il faut le faire travailler un petit peu. Mais moi j'aime bien associer ce type de vin avec des choses comme ça où on va retrouver aussi une amertume. Donc je pense notamment à des entrées sur des poissons, des choses comme ça avec des agrumes, ça va très bien. Agrumes, alors par exemple, si vous êtes en octobre, les premières Saint-Jacques, une escalope d'agrumes, une bonne huile d'olive, fleur de sel, une râpée de cédra et c'est parti. Pas plus compliqué que ça. Après, vous pouvez faire des mariages très intéressants, surtout là, par exemple, si vous traversez la période estivale avec ce genre de préparation, pensez tartare, poisson cru, pas trop, peut-être pas forcément les huîtres, parce que l'huître, il y a des terroirs bourguignons qui lui collent un petit peu mieux. Mais voilà, un beau ceviche, de dorade, de choses comme ça peut être bien sûr merveilleux. Bien entendu, tout ce qui est fromage frais, les fromages estivaux, un peu travaillé avec de l'agrume, des herbes fraîches, etc., ça marchera du feu de Dieu forcément. Et bien entendu, vous apprécierez ces genres de blancs pour leur vertu toute simple. Un bon morceau de fromage, je sais que vous aimez bien le Jura, Marinette, et que vous pourrez vous débrouiller avec un bon comté, quelque chose comme ça, en mode apéro avec ce genre de vin. En tout cas, notez que bien sûr, c'est cette sensation minérale et saline qui va faire le lien avec certaines tonalités un peu marines et iodées. Vous pourrez même travailler des viandes blanches comme le veau, par exemple, du veau, tartare de veau, noisette du Piémont, un peu d'agrumes dedans, ça peut être très bien. Voilà pour la première promesse et voilà pour le premier vin, ce centenaire premier cru du domaine Chevreau, la Combe de Centenaire Village, pardon, excusez-moi. Ensuite, attaquons, donc là on va passer un étage au-dessus en termes de hiérarchie puisque on va descendre donc un petit peu dans le coteau. Premier cru Gravière, donc là on regarde, bien sûr on regarde un petit peu la carte, on redescend bien sûr dans l'identité géologique de ce premier cru que vous connaissez bien, bien puisque vous y faites du vin, Marinette. Les Gravières, parlez-nous-en un petit peu parce que… Donc les Gravières, déjà, il faut savoir que c'est une grande appellation, ça représente quasiment 30 hectares, donc c'est assez large. Donc là, on goûte le Gravière blanc du domaine Gessiaume. Donc le domaine Gessiaume, c'est un très très joli domaine qui est situé donc à Centenay, qui possède 5 hectares de gravières et ils ont un petit bout en blanc. Donc moi, je connais bien leur vin et c'est vrai qu'on va goûter, la bouche est complètement différente, le nez également parce que justement les gravières sont un petit peu plus bas et on a une terre qui est un petit peu plus profonde avec un petit peu plus de sol argileux. Donc là, on va vraiment sentir plus l'expression du chardonnay sur le côté fruits exotiques, fleurs blanches, fleurs jaunes, alors que sur le précédent, c'était vraiment la minéralité. Exactement, c'est vraiment, d'ailleurs c'est très lisible, vous allez voir dans le premier tour de verre de cette bouteille,
On sent qu'on a épaissi un peu les traits, qu'on a gagné en richesse, qu'on va pousser un petit peu le curseur de la maturité ailleurs. On va peut-être un peu jaunir la teinte du fruit. Donc là, moi, je suis un peu noyau, mirabelle, la petite teinte fond de petite touche tropicale également, quasi exotique. Hein. Il nous amène presque vers une petite pointe de mangue, ce gravière blanc 2017. Encore une fois, je soulignerai que ce que j'aime, c'est qu'on arrive à comprendre la richesse de terroir et la différence aromatique sans forcément être habité par l'élevage ou par le toasté ou par une empreinte stylistique boisée. Là, c'est vraiment intéressant aussi de faire cette comparaison avec ces deux vins parce qu'on a affaire à plutôt plus deux types de richesses qui se contrastent, pas forcément de pâtes de viticulteurs ou de pâtes d'élevage. Puisque bien sûr, on le sait tous, on aime tel et tel style chez différents propriétaires, mais là, ce que j'aime bien, ce qu'on souligne aujourd'hui, c'est la différence entre ces terroirs. Alors en bouche. Voilà. Tout de suite, la promesse olfactive est quand même très perceptible derrière. C'est beaucoup plus ample, beaucoup plus rond. Si on devait schématiser la bouche, on a une bouche qui est comme ça, alors que le précédent, on avait une bouche beaucoup plus droite. Et là, vraiment, on se rend compte, c'est là que prend tout le sens des climats de Bourgogne, parce que clairement, entre ces deux parcelles, il y a 200 mètres. Et on est vraiment face à deux vins complètement différents. Donc c'est ça aussi l'identité de la Bourgogne. Et c'est ça qui est très très intéressant, parce qu'encore une fois, on est sur le même millésime, c'est 2017. Et là, on est vraiment sur un vin qui est très très expressif et qui se marie avec d'autres types de plats, enfin, selon moi. J'aimerais bien manger avec ça quelque chose d'un petit peu plus gras, un peu plus riche. Oui, ça appelle un peu les sauces, ça appelle un peu de… Ou alors, si vous faites un accord fondé sur la communauté aromatique, vous pouvez chercher un petit peu de tropical, de mangue, de choses comme ça. Hein. Si vous êtes en été, vous pouvez aller travailler un saumon mangue, un grand centenay, premier cru comme ça, avec cette dimension un petit peu plus exotique dans le fond du verre, ça peut être très agréable. Ça appelle aussi les sauces. On cuisine des sauces en Bourgogne, Dieu sait si on les fait bien d'ailleurs. Mais vous voyez, tout ce qui a un petit peu d'onctuosité, d'émulsion de protéines lactiques, de finement crémé, pourquoi pas une espuma un peu crémée. Voilà, il y a plein d'univers à creuser pour marier ce genre de texture, ce genre de vin de texture. Il faut lui faire servir également des chairs nobles, du veau. Une belle côte de veau, vous pouvez faire des choses très très belles. Côte de veau citron confit par exemple, magnifique, vous voyez, pendant l'été, un truc un petit peu qui vous amène un petit peu en voyage. Vous pouvez également penser à des volailles. La volaille, ça marche du feu de Dieu avec les grands blancs comme ça de texture et d'onctuosité. Ce que j'aime souligner en tout cas dans ce centenaire premier cru blanc, c'est qu'il n'en vit rien en termes de dimension au vin des villages voisins. Hein. Non, on a évidemment, c'est un petit peu le sujet de cette dégustation, c'est de vous montrer aussi que derrière cette appellation, il y a bien sûr de la diversité, mais aussi des plaisirs charnels qui n'en vient rien pour certains des cas à bien des villages voisins. En tout cas, persistance intéressante. Alors, vous noterez bien entendu dans cette dégustation que plus on monte dans la hiérarchie, plus on étire la persistance aromatique intense. Ça, c'est vraiment cette classification pyramidale de la Bourgogne qui est très excitante. Plus vous allez dans la hiérarchie des crus, plus vous aurez de persistance de bouche. C'est vrai. C'est dommage qu'il n'y ait pas de centenaire grand cru, hein. Mais on en goûtera d'autres évidemment. Alors, vous voyez, cette dégustation prouve bien que les 20% de l'appellation centenaire ont une légitimité fabuleuse. C'est-à-dire qu'on a clairement dans ces deux vins une véritable richesse d'expression de sol à 200 mètres l'une de l'autre. Bien sûr, je vous laisse bien sûr apprécier toutes et tous la richesse de cette dégustation et de cette comparaison. Alors on va passer maintenant au vin rouge. Je poserai peut-être la question quand même à Marinette. Est-ce que vous sentez qu'il y a une tendance à ce qu'il y ait de plus en plus de blanc sur centenaire ou pas trop encore ? On constate une très légère tendance, mais c'est quand même pas flagrant. Petite tendance de blanchiment, pas encore aussi contagieuse qu'à Chassagne-Montrachet par exemple. Alors, parlons un petit peu des vins rouges, puisqu'on va attaquer cette série donc, de deux villages là qui, vous allez voir, sont situés de manière totalement opposée dans l'appellation centenaire. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de comparer ces deux mêmes vins en appellation village sur les deux extrêmes de l'appellation. Tous, bien sûr, sur le millésime 2016. Donc, on va parler du centenaire comme dessus, donc la même parcelle, enfin à côté, le même lieu-dit cadastre que le premier blanc qu'on a dégusté de la famille Roux, de Saint-Aubin. Et on va ensuite déguster ce centenaire l'Échénet 2016. Donc sur l'autre côté de Centenay, on est vraiment de l'autre côté du village, côté Marange, Haute-Coteau, près du Clos Rousseau,
c'est ça, hein. Si vous suivez un petit peu la carte, et on va pouvoir comparer un petit peu ces deux vins avec le millésime 2016. 2016, Marinette, un petit mot quand même? Alors 2016, Challengeant au départ en juin. millésime, moi que j'ai adoré. On a eu un petit incident de gel fin avril. 24 avril. Ouais, le 26 avril, on a eu une grosse perte de rendement malheureusement. Mais du coup, ça a donné des pinots noirs absolument merveilleux parce qu'on a eu des tout petits rendements sur des toutes petites grappes. Et c'est vrai que pour le pinot noir, les petits rendements sont très intéressants pour la vinification et pour la qualité. Et oui, et c'est un millésime que beaucoup de viticulteurs en France ont eu beaucoup de mal à voir naître parce que beaucoup de pression humide au mois de juin. On va dire que c'est un grand millésime miraculé, hein. Ouais, c'est tout ce qui reste comme souvenir de 2016. De la transpiration mais du plaisir à la fin. Pas beaucoup de vin aussi, non, puisque des des villages ont été, comme Chassagne par exemple, décimés par le gel. Alors, sur Centenay, c'était pas un petit peu différent. On va parler de ce Centenay pour illustrer un petit peu le premier plaisir. Et vous allez voir que déjà, vous allez comprendre un petit peu ce qu'est l'équilibre d'un millésime un petit peu percutant, comme ça, qui a de la fraîcheur, de l'acidulé, qui a une justesse de fruits, de l'éclat, tout en préservant évidemment l'identité plus verticale de son terroir. Donc là, on plonge. Moi, le sentiment que j'ai quand je mets le nez sur ce vin, je me dis, c'est une teinte de fruits rouges assez égayée et un sentiment aussi quand même. On sent qu'on est pas très, on est dans des argiles quand même, hein. On sait que même si on est haut de coteau, il y a du caillou là-haut. Il y a du caillou quand même. On sait qu'on est sur des rouges de Centenay qui ont une forme de peut-être reconnaissance. Est-ce qu'on peut dire que ce côté un peu plus tellurique, fibreux, fait partie de l'ADN de Centenay, ou est-ce que c'est vraiment un épiphénomène de cette partie sud, côté Chassagne là? Alors, on est très reconnaissable au nez sur le côté Centenay, côté Chassagne, parce qu'on a ce côté quand même très englobant, assez riche. On sent que le tanin va être quand même un petit peu fort. Et on va comparer avec le deuxième qui justement est à l'opposé au point de vue géographique et qui du coup a une trame aromatique complètement différente. Alors je vous invite à observer un petit peu ce calibre des tanins, à bien prendre ce vin. Alors évidemment, la chair est assez glorieuse, il y a du fruit, c'est cette dimension un peu épicée, sauvage du fruit, hein, que j'ai moi qui est un petit peu sur la ronce, sur le côté mûr sauvage cassis et un peu noyau, hein, qui est assez là. Et ensuite on plonge bien sûr on a ce tanin un petit peu, je dirais, envahissant comme ça qui va se poser tranquillement. Il est englobant. Il a besoin. Il va appeler de la nourriture tout de suite, ça c'est clair et net, mais il appelle surtout quand même à de la concentration sur ce genre de calibre de tanin, parce que c'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire, c'est à comparer un petit peu les différents types de sols qui vont bien sûr générer la structure ou l'aplomb évidemment de l'architecture de ces tanins. Alors, première promesse, on reste en Centenay village, hein, rappelons-le là. Donc, deuxième promesse, vous allez voir. Les chênais. Où là, tout de suite, on sent qu'on égaye un peu le fruit. On égaye le fruit dans la teinte, c'est-à-dire qu'on est un peu plus percutant, plus frais. Plus acidulé. Plus acidulé, c'est presque en sensation, au premier tour de verre, on le voit. Et puis, ce qui est intéressant dans cette partition, c'est qu'on est plus printanier, plus floral et gai, quoi, entre guillemets. C'est un tableau beaucoup plus coloré, plus frais. Peut-être un peu différent, peut-être avec une saisonnalité différente que le premier. C'est intéressant, on en parlera un petit peu de la saisonnalité, puisqu'on va parler à Cormez-Vin sur les rouges, bien sûr. Mais en bouche, c'est même promesse qu'on est, hein. Moi, la bouche, c'est vraiment ce que j'aime énormément dans cette partie de Centenay, donc qui se trouve côté Marange, hein, donc on est sur des vins qui ont vraiment un profil aromatique et gustatif complètement différent des gravières qui sont de l'autre côté. Et là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper frais, croquant, goulayant. On a envie vraiment de boire un coup, quoi. Ça a les mêmes vertus qu'un blanc. C'est fou. Moi, ça me tire la salive. C'est salivant, c'est rafraîchissant. Salivant. On voit bien qu'on a gagné certainement avec cette équation millésime 2016, altitude, voilà, haut de coteau. On a gagné c'est un vin qui donne soif, hein. Enfin, c'est clairement ça. Alors, et bien sûr, on a éclairci un peu le message. On passe par framboise sauvage, toutes ces petites notes un peu ronces, mûres, sauvages, etc. On est toujours un petit peu épicé et à la fois
on sent beaucoup moins cette présence je dirais, tannique, et on voit bien que le tanin est beaucoup plus poudré, beaucoup plus délicat, que c'est quelque chose qui pourrait évidemment s'affranchir de tout type d'accompagnement. On pourrait presque le boire comme ça pour le plaisir des sens. En tout cas, vous voyez, ce qui est intéressant dans cette comparaison, c'est bien entendu de calibrer un petit peu l'univers aromatique au premier nez, et puis ensuite de comprendre un petit peu l'architecture de bouche qui, là, vous l'avez bien compris, n'ont rien à voir. Alors, pour parler un petit peu gastronomie, parce que évidemment, on est un peu là pour ça, il faut identifier bien entendu dans ces deux vins les vertus de l'un et de l'autre. Je dirais que dans le Centenay Gravière, dans le Centenay comme dessus, de Chéroux, on va avoir peut-être une dimension un petit peu sauvage qui va appeler des saveurs, allez, on va dire, plus automnal. Un peu plus automnal, des viandes de goût, des choses comme ça. Il faut carrément lui apporter ce qui plaît à cet univers-là, hein, clairement. Moi, j'aime. Vous cuisinez quoi? Enfin, votre mari cuisine quoi, Marinette, à la maison quand vous lui ramenez un Centenay comme dessus Beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on appelle une viande et on imagine tout de suite un bon fond de sauce sur un veau, un rôti de veau, des choses comme ça. Oui. Voilà. Moi, j'imagine bien un petit rôti de veau avec des petits épinards. Et il faut des fois, hein, si votre bouteille amorce la phase automnale de ses saveurs, aller chercher les champignons de saison, tout ce qui va faire du lien en fait avec ces vins qui des fois un peu combinent bien des saveurs un petit peu sauvages automnales. Ce qui est beau aussi, c'est de travailler. Alors, je ne sais pas si vous avez la chasse tous les week-ends, mais les gibiers à plumes, c'est super avec les Centenay. Tout ce qui est, moi j'ai toujours fait des mariages comme ça, alors il faut aimer bien sûr toutes ces combinaisons-là. Par contre, il y a des saveurs qui sont plus évidentes. Le canard, même le canard un petit peu sauvage, des fois ça fonctionne très bien quand on a un grand rouge de Centenay qui a un peu de pédigré et de profondeur de goût, un beau millésime, ça marche très bien. Toutes ces viandes un peu rouges, un peu fibreuses, le pigeon marche également très bien avec évidemment ce genre de connotation. Et sans aller chercher ça, moi j'ai fait ce week-end, Marinette, je vous le dis en mille, j'ai fait un bourguignon de betterave. La betterave est un des grands partenaires de choix pour tous des rouges qui ont un peu de densité, de richesse de goût comme ça et ce côté un petit peu ténébreux des tanins. La betterave, c'est bien sûr un végétal. On en fait évidemment des très très grands accompagnements, mais c'est un grand partenaire des vins rouges, sachez-le. Donc si vous êtes végétarien, que vous ne mangez pas de viande, vous pouvez vous régaler avec une betterave rôtie. Betterave rôtie que vous cuisez par exemple avec un peu de beurre et d'huile, une gousse d'ail, un peu de thym, vous arrosez un petit peu votre betterave, vous la cuisez comme ça et vous la servez avec une petite écrasée de framboise sur un beau Centenay, c'est un feu d'artifice. Par contre, vous pouvez cuisiner également dans une sauce réduite au vin rouge. Alors, bien sûr, les gourmands rajouteront une queue de bœuf ou quelque chose comme ça dedans. En tout cas, sachez que ça fonctionne très bien. Sur la partition un petit peu plus gaie, plus fraîche évidemment du chênaies, là, il faut aller chercher l'acidulé. Hein. On peut aller chercher l'acidulé dans la connotation aromatique, des petits fruits rouges de saison, des choses comme ça, la cerise au mois de juin, super. Et puis surtout, vous n'avez même pas besoin, vous pourrez même faire des mariages très subtils sur des chairs de poissons, des poissons fins. Hein, on peut faire des choses comme ça. Le pinot noir, ce n'est pas que pour les viandes, ça peut marcher sur des chairs beaucoup plus subtiles. Sachez que le saumon marche bien. Oui, le saumon, ça moi je pensais au chapon. Alors au chapon, bien sûr, les volailles qui ont un peu de caractère, moi, je choisis toujours les vins qui ont la plus grande vibration comme ça acidulée sur les volailles parce qu'il y a un très très beau mariage. Jamais de tanin écrasant sur une volaille. La volaille, c'est de la subtilité, il ne faut surtout pas aller l'écraser. Mais oui, effectivement, ça peut être une très très bonne chose. Sachez également, si vous êtes plutôt du côté du bord de la mer, peut-être en Méditerranée, ou si vous êtes un grand chef inspiré par les poissons de roche, sachez qu'en tout cas les rougets fonctionnent également très très bien avec les vins rouges. Ça fait partie de ces rares poissons qui fonctionnent très très bien sans précipiter un petit peu les tanins et sans avoir cette cassure un peu ferrique que l'on peut avoir entre les sensations iodées et les vins rouges. Voilà pour cette comparaison. Alors évidemment, là, vous avez vu, c'est un peu le même combat que pour ce duo de blancs. Deux extrêmes totaux. On a vraiment le sentiment d'avoir des vins complètement opposés et bien entendu, ça fait partie de la diversité de Centenay. Alors, troisième et dernier acte, pour cette comparaison de premier cru, là on va monter clairement en hiérarchie puisque bien sûr on va aller chercher deux premiers crus côte à côte. On descend d'un millésime puisque ce sera 2015 pour ces deux vins. Millésime 2015 solaire. Très chaud. Solaire. Oui. Donc 2015, un millésime très très chaud. On a commencé les vendanges tout début septembre. Et c'est vrai que c'était un millésime assez atypique en Bourgogne. C'est le premier d'une grande série quand même où on a eu quand même des maturités fortes. Et du coup, ça nous a donné des profils aromatiques complètement différents sur un peu les fruits surmûris, confiturés.
C'est pas quelque chose qu'on a trop l'habitude en Bourgogne, mais c'est vrai que ce sont des profils aromatiques intéressants parce que du coup les tanins sont beaucoup plus soyeux. Donc c'est des vins qui sont très intéressants sur la jeunesse et qui ont une acidité un peu moindre. Donc par contre c'est des vins qu'on va peut-être un petit peu moins garder que le millésime 2016 qui présente une belle acidité bien marquée. Alors ce qui est intéressant à noter dans ce que vous soulignez, Marinette, c'est que il faut aussi apprécier ces vins de Centenay dans leur tempo de millésime, c'est-à-dire qu'il y a une vraie hiérarchie peut-être de consommation. Et si on parle des quelques derniers millésimes, alors on va dire, je sais pas, 2017 sera un millésime en demi-corps un peu plus accessible aux jeunes. Oui. 2018 et 2015 seront des millésimes plus athlétiques avec plus de puissance, qui plairont peut-être à certaines personnes qui se retrouveront derrière cette chair un peu plus impériale, cette densité de goût. Les puristes boiront des 2019, mais bon, pas tout de suite, évidemment. Et on voit bien que 2016, au milieu de tout ça, occupe une place très intéressante sur cet équilibre-là. Bien entendu, il y a eu d'autres millésimes avant. Vous les trouverez plus difficilement puisque les caves en Bourgogne sont petites, il n'y a pas beaucoup de stock, etc. Mais si vous avez en tout cas l'occasion de recroiser ces millésimes, sachez qu'il y a une vraie hiérarchie de dégustation et qu'il faut quand même les aborder en fonction de ce que vous souhaitez en faire, les amener bien sûr dans la conversation à table avec les plats que vous aimez servir et ce que vous aimez opérer comme rotation dans votre cave. Alors parlons un petit peu. Moi, si je pouvais juste dire quelque chose sur les millésimes et sur Centenay, je trouve que la vraie force d'un territoire comme Centenay, c'est que ce sont vraiment des vins qui se consomment jeunes comme plus âgés. Et ça, c'est pas si courant en Bourgogne parce que c'est vrai qu'on fait quand même des vins de garde en Bourgogne. Et Centenay, pour moi, c'est vraiment déjà c'est un vin qui a un rapport prix-plaisir assez intéressant. Et on a vraiment des choses excellentes sur la jeunesse et c'est aussi un vin qu'on peut garder sans hésiter. Ça, c'est vraiment, il ne faut pas hésiter à garder les Centenay. Il y a des trames tanniques qui le permettent. D'ailleurs, dans mes premiers pas de sommelier, j'ai eu la chance de déguster des vins des années 60, des années 70 des fois. C'était des Centenay premiers crus qui prouvaient largement évidemment le potentiel de ces appellations. Et pour avoir fait également des erreurs de consommateur en tant que jeune sommelier quand j'ai commencé ma carrière, je peux vous assurer qu'effectivement, il y a des appellations, même si elles sont très très prestigieuses, si vous les buvez trop tôt sur un millésime par exemple, je me rappelle des 99, tout le monde voulait goûter des 99, c'était incroyable, tout le monde voulait cette année-là. En fait, on s'est un petit peu cassé les dents dessus et je me rappelle d'un désastre absolu avec un Vaux-Normandais premier cru qui n'était pas du tout prêt à boire. Et voilà ce qui veut bien dire, ce que ça veut dire. Il faut bien sûr prendre un petit peu le vin en fonction de ce que vous souhaitez lui offrir un petit peu comme tempo. Et là, bien sûr, on a des vins qui sont assez spontanés et qui ont un potentiel de garde également. Alors, parlons un petit peu de ces deux premiers crus. On va commencer par le domaine Camille Giroux, premier cru, la Com. Donc là, on descend un tout petit peu dans le coteau sur la carte par rapport aux deux vins qu'on a dégustés juste avant. On descend dans la partie classée premier cru. Voilà. Juste en dessous, c'est Claude Tavagne, une autre parcelle très connue côté Chassagne. Et donc là, on est sur, on va dire, un grand vin sérieux là. Voilà, là on est vraiment sur des arômes différents. Donc comme j'expliquais sur le millésime 2015, des choses un peu plus mûres. On a vraiment un bouquet aromatique très complexe. Ce qui est intéressant dans ce premier cru, c'est qu'on va rajouter à la dimension primaire fruitée du pinot une dimension secondaire, voire limite et presque tertiaire. Donc on va avoir un genre de millefeuille entre la floralité, le léger réveil automnal des saveurs qui s'installe et puis je dirais cette puissance diffuse des parfums. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dans les villages typiquement qu'on a dégusté côte à côte. Là on a gagné sur le triptyque. On va même tirer un petit peu je trouve sur une petite touche d'écorce d'agrumes qui derrière le fond du fruit va apporter derrière la pivoine, fleurs séchées, etc. les notes qu'on aime bien sûr dans les grands pinots. Alors c'est solide comme bouquet, vous allez voir, c'est très excitant même pour les sens. C'est vrai que c'est très riche, c'est très expressif. Donc merci 2015. Merci 2015. Et aussi on a ouvert la bouteille, nous, il y a quoi, 2 heures maintenant. Voilà. Et ça, voilà, il ne faut pas hésiter à ouvrir sa bouteille un petit peu en avance. Ça, en maîtrisant la température de service. Oui, bien sûr. Gardez là une température, 15 degrés, c'est très bien, 15-16, c'est là qu'on a le meilleur fil acidulé. On a vraiment l'élevage boisé qui vient soutenir le vin. Il ne l'écrase pas du tout. C'est vraiment très délicat, très élégant. Alors après, c'est vrai que nous, en Bourgogne, on vinifie et on élève tous nos vins en fût de chêne.
Et là, on sent vraiment cet accompagnement du bois qui est hyper intéressant. On est vraiment sur des notes très légèrement toastées, mais pas du tout agressives, pas du tout prégnantes. C'est vrai que ce n'est pas très empyromatique comme univers. On sent que dans le bouquet, il n'y a pas de dimension mocha, torréfiée, etc. Le boisé, on le sent un tout petit peu plus sur la persistance de bouche, comme ça, qui va un petit peu lignifier un petit peu la finale, comme ça. Mais après, on retrouve un petit peu ce côté sauvage, puissant, limite un peu sanguin du secteur côté Chassagne qu'on avait un petit peu tout à l'heure dans le Centenay comme ici. Sauf qu'on lui a rajouté une troisième dimension, plus de persistance, peut-être aussi plus de classe et de grâce. Bien sûr, c'est la vertu des grands terroirs, c'est d'éclaircir le message variétal et d'aller beaucoup plus loin dans la proposition, dans la complexité surtout. Et bien entendu, d'avoir une meilleure persistance. Ah, c'est inspirant comme vin. Alors, on va comparer donc ce premier cru Lacombe avec le premier cru Les Gravières. Et Marinette, là, on va quand même vous laisser la parole full. Voilà, c'est boulevard. Premier millésime de Gravières pour vous et c'était votre premier vin dans cette parcelle. Racontez-nous tout. Voilà, donc moi c'est vrai que je vinifie depuis un peu plus de 10 ans donc pour la maison Jaffelin et ce millésime 2015 c'est la première fois que je vinifiais ce Centenay premier cru Les Gravières. Donc c'est un vin qui est, donc, comme j'expliquais, avec un bouquet aromatique très puissant. Je trouve pour moi beaucoup des notes poivrées, voire clous de girofle, des choses comme ça qui sont très très fortes pendant la vinification et l'élevage. Et on a donc sur ce vin-là, donc si on veut remonter un peu le fil technique et historique de ce vin-là, c'est une parcelle qu'on a vendangée le 4 septembre. Donc vendangée à la main bien sûr. Ensuite on a fait une cuvaison de 20 jours, donc c'est une cuvaison relativement courte pour moi, j'aime bien les cuvaisons longues. Et ensuite ce vin a été élevé 18 mois avec 35% de fût neuf. Donc ce qui peut paraître beaucoup, mais vraiment encore une fois la structure tannique et le grain de ce vin le supportent totalement. Donc on est 100% sur des fûts de chêne français et on est uniquement par contre avec des chauffes légères pour pas justement écraser le vin avec un côté toasté mais juste l'accompagner et lui apporter une micro-oxygénation tout au long de ces 18 mois d'élevage. Comment vous qualifiez les Gravières dans les rouges par rapport au secteur qu'on va déguster? Alors c'est presque voisin mais, oui, ça se touche encore une fois. C'est quoi la grande, quand vous dégustez régulièrement sur Centenay, la grande signature des Gravières pour vous d'un point de vue tactile? Pour moi, les Gravières, il y a plus de profondeur, plus de granulométrie un petit peu dans les tanins quand même, plus de puissance. On change de calibre de tanin, ça c'est une des premières révélations. La com, c'est un petit peu plus léger, un peu plus soyeux. Et les Gravières, on va être un peu plus sur des vins plus puissants. Et pour moi, les Gravières sont à conserver plus longtemps que la com. D'accord, ça c'est quelque chose qu'on observe également. On voit des Centenay premier cru Gravières vieillir très très bien et tenir leurs promesses dans le temps. Ça c'est une bonne information pour ceux qui aiment évidemment constituer une petite collection où voilà, il y a des premiers crus, il y a une hiérarchie aussi dans les premiers crus, c'est vrai, pas que à Centenay mais un petit peu partout en Bourgogne. Et ça c'est intéressant à souligner. Alors effectivement, il n'y avait pas de vendange entière dans ce 2015 à l'époque. C'est vrai que la vendange entière est un sujet qui aujourd'hui déplace des montagnes, des débats, qui fait couler beaucoup d'encre. Vous aimez bien ça, je crois. Ça marche pas mal, un petit peu aussi sur les derniers millésimes. Ce qui compte, c'est d'observer un petit peu ce qui se passe dans le verre maintenant. Alors c'est vrai que je suis un peu épicé, girofle, je vous rejoins avec ça, sur ça. Le fruit un petit peu plus éclairci que sur le com. Ce qui est intéressant dans la bouteille qu'on est en train de déguster, c'est qu'elle regagne en fruits au fur et à mesure qu'on l'aère. Ça, c'est quelque chose que j'observe sur les 2015. D'ailleurs, les deux 2015 qu'on a ouverts, on a dégusté. Peut-être une petite phase automnale de départ et après un regain de fruits au gré de l'oxygénation. Si vous faites l'exercice un jour à la maison avec une bouteille, sachez que peut-être que vous aurez aussi ce phénomène, surtout si vous l'apportez un joli verre et qu'elle a une bonne ouverture aromatique, vous regagnerez en lisibilité sur l'identité du fruit, sur le spectre aromatique du flacon. En tout cas, en bouche, le même sentiment de sérieux, mais peut-être, moi en tout cas, en ce qui me concerne, un tanin un tout petit peu plus enrobé, un peu plus de jutosité, ça fait un peu plus salivé, donc on est plus sur ça rappelle un petit peu les sensations sans forcément aller sur le chêne, mais on est un peu plus salivant comme ça.
je trouve que le tanin est un peu plus graissé. Et donc, pour moi, ça me réconforte dans l'idée que ça reste aussi une boisson. Vous voyez, on aime cette idée que le plaisir soit aussi pour ce qu'il est, sans forcément amener ce vin en conversation. On va en parler un petit peu de nourriture, mais à table, on a aussi quelque chose qui a, je trouve, un plaisir, un triptyque intéressant, intensité des saveurs, diffusion des parfums, intensité gustative, salivation, la manière dont le tanin se pose bien sur la langue et surtout dans la manière dont tout ça en fait, fait sourire et donne bien sûr du plaisir. Alors, bravo pour ce 2015, premier coup d'essai. Bon, vous avouerez qu'on dit toujours en viticulture que c'est le dernier millésime qui est le meilleur qu'on ait fait, parce qu'on apprend chaque année, évidemment. C'est un petit peu évidemment ce que font les viticulteurs de l'appellation aujourd'hui. Ils progressent et je pense qu'au travers des essais, on verra de plus en plus de belles choses ici à Centenay, dans les Gravières, chez vous en tout cas. Alors, si je terminais, on n'a pas balayé dans l'appellation Centenay tous les secteurs. C'est vrai qu'il y a des secteurs un peu plus à l'intérieur du village, Oui, près des on beaux n'a repères, pas etc. dégusté. Il y a une vraie différence géologique, encore là une fois, non? Plus on remonte un petit peu dans le Oui, cœur du on a village. surtout une différence, encore une fois, de profondeur de sol, parce que la nature du sol est relativement la même, hein. On est sur des marnes argilo-calcaires. Mais c'est vrai que c'est vraiment le pourcentage de cailloux et donc d'argilo-calcaire qui va changer, et la profondeur des sols, clairement. Eh oui. Vous voyez, alors ce qui est intéressant, c'est surtout, et j'aimerais, sans vouloir vous amener sur les accords mets et mains sur ces deux premiers crus, vous inviter à réfléchir à une réflexion qui est intéressante sur la manière dont, en fait, la hiérarchie, enfin l'identité des lieux se font au fur et à mesure que les années passent. Moi, j'aime dire que entre un vieux morgeau de Chassagne et un Centenay Gravière à maturité, souvent, quand il y a 4, 5 ans, 7 ans, 8 ans qui se sont passés, on a aussi peut-être cette dualité de lieux, enfin, ces convergences aromatiques également, tout se poudre un petit peu, et ça c'est intéressant aussi de comparer ça. Donc essayez aussi et osez comparer, souvent à l'aveugle, vraiment, et approcher cette appellation Centenay dans son identité, pour ce qu'elle vous apporte, pour ce qu'elle vous fait vibrer, parce que souvent elle supporte aussi des comparaisons intéressantes avec certains secteurs voisins qui sont bien sûr des fois un peu plus connus, et on voit bien sûr, en tout cas à travers ces dégustations, que Centenay a pas mal de répondants en tout cas sur cette diversité. Alors voilà, écoutez, on a des questions qui sont tombées, on va bien sûr y répondre avant de passer à la conclusion de cette dégustation, et puis surtout sur ce highlight autour de Centenay. On a voulu bien sûr illustrer à travers ces 6 vins la grande richesse de l'appellation, et bien sûr vous pourrez vous y plonger au fur et à mesure que vous la découvrirez, vous dégusterez. Je pense en tout cas que les étoiles s'alignent et qu'elles n'ont jamais été aussi bien alignées qu'aujourd'hui, donc prenez un petit peu ce virage ensemble. Première question, le Centenay blanc, comme dessus domaine Chevreau, est-il arrivé à maturité ou peut-il le conserver quelques années? Alors là, j'ai envie de dire qu'il est frozen in time, comme disent les Américains. On peut regarder l'avenir avec sérénité quand on a ce genre de spectre aromatique. Enfin, en tout cas, notre bouteille, cette luminosité, ce côté crayeux, ça, on sait que quand ça se minéralise, il n'y a pas de problème en fait, hein. On va s'affranchir encore, on va gagner un peu plus encore en salinité, on va gagner un peu en grâce qu'on perdra en sensation acidulée. Bon, sans forcément faire des pronostics trop ambitieuses, je vous dirais que 5-7 ans sans forcer, quoi. Voilà. Et je pense que c'est bien d'avoir là c'est déjà un 2017, quand vous buvez des Centenay villages qui ont 10 ans, vous avez déjà… On va dire, on pourra parler de ça, c'est bien, 10 ans. D'ailleurs, on pourrait faire le même constat sur les autres vins, hein, qui ont encore, pareil, un peu de temps devant eux, hein. Moi, c'est vrai que je boirais le Chevreau avant le Gésium. Oui, après, pardon. Après. Et oui, parce que ce genre de gamme aromatique un tout petit peu plus développé, peut-être plus exotique, aura peut-être tendance aussi à se faner un peu plus vite. Ou alors à aller dans des caramels au lait ou des nuances un peu plus, peut-être un petit peu plus, certains adorent, hein, la cire d'abeille, le caramel au lait, des choses comme ça. Par contre, ça empêche, ça fige un petit peu la jeunesse et la fraîcheur. Voilà, c'est vrai que là, on a un petit côté… glacial, frais, des petits rappels chablisiens du Nord ou des hauts du Charlemagne, vous savez, ou de ce côté Pernant qu'on a un peu, ce côté un peu frais là, avec la tension et de la craie. Ça, fait partie de choses. Alors voilà pour la première question. Quels millésimes sont les plus propices à la garde à Centenay depuis début 2000? Ah, très bonne question. Alors, écoutez, 2000,
Vous vous rappelez de 2000? Moi, je m'en rappelle. Ah, c'était dur. C'était dur au départ. Et franchement, c'est un millésime qu'on a un peu sacrifié trop, qui était une année en Bourgogne, en demi-teinte, Côte de Beaune, c'était un peu difficile. Oui, c'était pas un millésime évident. On avait dit que les blancs seraient bien, mais que voilà. Et les rouges, globalement, c'était un millésime un peu léger au départ. Ouais. On l'a un peu sacrifié, la presse l'a sacrifié, enfin, comme pas mal de millésimes un peu entre deux comme ça. Mais les vins ont tenu pas mal. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de bonnes surprises. Maintenant, il faut quand même comprendre que les vins sont à boire, quoi. Et puis il a eu le défaut d'être juste après 99. Exactement. Arriver derrière un grand millésime, c'est toujours un petit peu c'est toujours difficile. Pensez à 91 et à 90. Pensez à voilà, il y avait plein de choses. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de 2001? Millésime un peu automnal. Oui. Ça fait des pinots froid. plus sérieux, plus froids, des concentrations différentes. Bon, on ne trouve plus beaucoup de Centenaire 2001 aujourd'hui. Ils sont globalement, pour la majorité, tous bu. Oui. Voilà, 2002, super. Top. Wow, super année. Tanin, joli. Super tanin, acidité géniale, concentration, luminosité dans le fruit. Ça, c'est des millésimes comme on en rêve en Bourgogne. Hein, des 2002, on adore ça. Donc les 2002, s'il en reste, bon, ils sont certainement à boire, mais ils ont peut-être ceux qui ont la fibre pour vieillir. 2003, canicule écrasé par le soleil, vendange mi-août. Enfin, je vous fais tout le dessin, on va faire venir tout le monde. Tout le monde s'est dit, voilà. Alors la vraie question, c'est est-ce que les vins ont été acidifiés? Est-ce qu'ils n'ont pas été acidifiés? Est-ce qu'il y a plein de paramètres? Les vins ont quand même tenu. Hein. Les vins ont tenu. Ouais. Ça a été une bonne surprise parce que c'est vrai que c'est un millésime qui nous inquiétait beaucoup parce que c'était le premier d'une grande série de millésimes solaires et chauds et on a eu vraiment des très belles surprises. Ça s'est pas mal tenu les 2003. En fait, il y a une vertu dans les grands vins, c'est que quand on est sur des grands socles de terroir, quand on a des beaux pédigrés, les vins se minéralisent, le vin est une matière, on perd un peu des muscles, on gagne en esprit. Des fois, il reste la colonne vertébrale. Alors, souvent, on dit ça tiendra pas, mais en fait, quand on est dans des beaux lieux, ça tient toujours. Et ça, c'est un peu la vertu des grands lieux de la viticulture. 2004, aïe, 2004. Là, sur rebond de production après 2003, beaucoup de raisins. Très végétal. Très végétal. C'était dur. 2004, c'est là qu'on voyait qui avait beaucoup trigué, qui avait fait très attention. C'était dur, les 2004. Alors globalement, il ne faut pas compter sur le 2004 pour vieillir. Non. 2005, petite cape dans le dos, très solide, bien construit, plutôt solaire. On vendangeait en pantoufles, disaient certains vignerons à Centenay. Globalement, c'était plutôt intéressant comme millésime. Ça a fait des vins avec beaucoup d'énergie. Alors, on tirait un peu plus sur les matières à l'époque. En Bourgogne, on faisait des vins peut-être un peu plus extraits à cette époque-là. Maintenant, on va un peu plus doucement sur la manière dont on approche ces millésimes un peu plus chauds. Et je pense que si beaucoup de viticulteurs refaisaient 2005, aujourd'hui, ils le feraient différemment. Maintenant, les vins tiennent quand même pas trop mal. Alors, à Centenay, sincèrement, j'en ai pas bu depuis un petit bout de temps, mais voilà. 2006, là, c'est un millésime qui va quand même basculer très vite, plus automnal, plus sec. Frais quand même. Moi, j'ai pas de souvenir glorieux de 2006 à Centenay. Aujourd'hui, je avouerais que c'est pas le millésime sur lequel je parierais. Mais je me rappelle du mois d'août 2006, il pleuvait, il faisait chaud, il pleuvait. Ça, c'est pas bon pour les raisins rouges. Hein. Et alors pour les raisins blancs non plus, ça fait chuter l'acidité. Il y a de la pourriture. C'est chaud 2006. 2007, là on renoue avec un millésime froid. Millésime froid, mais on a vendangé très tôt. Oui. Moi, j'ai commencé le 1er septembre en 2007, donc c'était mûr. C'était rare à l'époque. Alors moi, beaucoup de récoltes en 2007. Alors moi, ce que j'aime bien dans les 2007, c'était que c'était un peu comme nos 2017. C'est l'évanescence, c'était un fruit aérien, c'était un caractère quasi volnésien, si vous voulez snobiser le terme. On va dire que ça a donné de l'élégance et de la grâce. C'est un millésime en demi-corps, pas trop de puissance. Alors les grands crus qui restent. C'était un millésime à boire rapidement. Voilà, à boire rapidement et vous en rappellerez pas aujourd'hui. 2008. 2008, on a vendangé en octobre. Très tardif, beaucoup d'acidité. Millésime. Alors sur les blancs, ça truffe. Ça, là, vous pouvez peut-être encore trouver des 2008 à Centenay, très intéressants, qui vont avoir, avec cet écart type maturité, acidité, une dimension un peu truffée, truffe blanche, fruits exotiques, truffe blanche. On en a des fois un petit peu les signes dans certains vins. C'est peut-être une des signatures du millésime en blanc en général, je dirais en France en général. La Loire, l'Alsace, etc. La Champagne, millésime du feu de Dieu pour la Champagne parce que acidité, maturité. Bref, ça c'est des genres de millésimes un petit peu aigus. Alors sur les rouges, attention, il ne fallait pas qu'il y ait trop de tanin quand même sur l'acidité parce que sinon ça raidit un peu et des fois les vins manquent un tout petit peu de chair par rapport à cette acidité un peu prégnante. On a mis longtemps à commencer à se faire plaisir à les boire. Voilà, c'était des fois un petit coup de fouet dans le dos, je vous l'avoue, 2008, voilà. 2009, on renoue avec une année comme 2018, chaude, productive. Là, c'était vraiment une année
Bon, 2009, C'était c'était chouette. Hein. Ouais, c'était bien. Il y avait un peu de tout. C'était agréable à vinifier. Voilà. Là, c'est la partie professionnelle qui vous parle. Et pour la partie de celui qui consommait, moi en l'occurrence, et mes clients, je vous assurer qu'on a quand même bien vibré avec 2009. Alors les vins tiennent encore plutôt pas mal. Oui, oui. Ça tient leur promesse, il y avait de la maturité. 2010, super. Le millésime bourguignon par excellence, dans les Là, deux couleurs. on renoue peut-être avec la magie des 2002, Ah ouais, ouais. quoi. Hein, Ah, entre 2010, guillemets. c'était 2010, c'est top. incroyable. Ouais. Alors là, moi j'ai beaucoup aimé ce millésime. Il y a de l'acidité, il y a de la maturité, de l'attention, il y a de la concentration. J'ai mi-septembre, mi-fin septembre. Franchement, on en refait, on signe demain pour Ah un oui, 2010 ah bah, sans problème. Mhm. Là, ça tient encore. Mhm. Je pense que la vertu de ces millésimes qui ont de l'acidité et de la maturité, c'est de garder leurs fruits plus jeunes longtemps. Et ce qu'on veut évidemment dans ces vins à l'évolution, c'est qu'ils gardent ce panache aromatique au gré évidemment que toute la matière se fond et que le léger réveil automnal accompagne le fruit. Et donc là, on est vraiment dans le triptyque très intéressant des grands vins d'évolution. 2011, aïe aïe aïe, Marinette, on en parlait tout à l'heure, c'était dur 2011. Un peu comme 2004. Il a fallu trier. Un peu Oui, comme 2004. un petit peu de côté végétal. Ouais, voilà, c'était un millésime 4, 7, 11. Moi, pour moi, c'est le trio de ces 20 dernières années où on a ces fragrances un peu végétales. Mais il y a des bons 2011, mine de rien. Par contre, ils ne sont pas faits pour garder trop longtemps. Non. Sincèrement, faut. 2012. Trame tannique énorme. Eh oui, raisin 1000 rangs, petite production. Toute petite production. Ah, c'était pas un millésime très très productif. Nous, avec chez des raisins. Jaflin, on a vendu les 2013 avant les 2012, tellement les 2012 étaient fermés. Eh oui, et comme quoi, ça c'est un millésime un peu piège, sans forcément avoir l'étoffe d'un millésime solaire. On s'était enfermé peut-être dans un rapport peau-jus. Oui, mais quand on les boit maintenant, c'est excellent. Ah bah, j'adore les 2012 Ça, aujourd'hui. c'est vraiment, Là, actuellement, c'est le millésime à boire. exactement, donc ça c'est le millésime vraiment qui prouve un petit peu, on va dire dans ces secteurs, dans toute la Bourgogne en général, mais dans les 2012 à apprécier maintenant, ça commence à devenir vraiment chouette. Ouais. Une complexité. Et qui est encore un peu sous le pied. Ah oui, oui. Ouais, 2013, tardif, vendange d'octobre. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vendangé en octobre en 2013. Ouais. C'est quelque chose qui était quand même assez particulier à apprécier. Des fois végétal, des fois pas mûr. Dilué. Dilué des fois. Un peu dilué. Oui, c'était pas facile. Il y a des bons 2013, mais je ne miserai pas sur ce millésime. Non, c'était un millésime à boire rapidement. Eh oui. 2014. Bien. Bourguignon. Bourguignon. Un peu de Suzuki quand même dans les vignes. Il a fallu il a fallu trier. Le Suzuki, petit insecte, mouche japonaise qui donne une petite odeur de vinaigre dans les vignes. Aïe. Ouais. Ça, c'était pas très très joli. Par contre, franchement, quand c'était bien trié, nickel. Oui. Il y a quand même des 2013 sur des cépages comme le Gamay, la Syrah et autres en France, 2014, qui étaient quand même compliqués à cause de ce petit insecte qui a fait pas mal de dégâts, mine de rien. Mais sur l'équilibre des vins, 14, ça tient pas mal. 14, ça a une bonne acidité, ça a de la structure. Voilà. Bon, 2015, on est arrivé tout à l'heure, on en a parlé, 15, 16, 17, 18, vous savez à peu près tout. Globalement, 15 sera à attendre, mais sans peut-être pas trop lui les prêter. Non, on peut se faire plaisir dès maintenant. Voilà. Mais voilà pour la question sur les millésimes à garder à boire depuis, on a repassé 20 ans de viticulture. Vous voyez, c'est pas un millésime du siècle chaque année en Bourgogne. Hein. C'est un millésime, évidemment, c'est des millésimes qui sont parfois un peu différents. C'est aussi la richesse de cette région, c'est d'avoir l'information de la partie aérienne. Alors, comment Centenay, appellation la plus au sud de la côte, répond au réchauffement climatique? Je pense qu'on y a un tout petit peu répondu tout à l'heure en introduction. C'est vrai que ces coteaux d'altitude… Le fait d'être au sud est gommé par l'altitude de cette appellation. Donc, on n'est pas sur une appellation qui mûrit très rapidement, malgré qu'elle soit au sud, en effet. Mais comme disait Manuel tout à l'heure, comme au Cédurès, comme des choses comme ça, qui sont des terroirs qui ont été un petit peu sous-cotés pendant des années. Là, ils tirent réellement leur épingle du jeu parce que du coup, ils sont quand même moins chers, on peut le dire. Et puis vraiment, ils ont maintenant des profils aromatiques qui sont absolument merveilleux. Ils ont gagné, peut-être que c'est une appellation qui est ressortie clairement en qualité. Bon, d'abord, le réchauffement climatique, ça bride naturellement le rendement. Enfin, je veux dire, c'est bête à dire, mais c'est vrai. Donc, on concentre un peu plus. Et aussi, on a, par rapport à l'altitude, peut-être des équilibres pH, acidité, maturité qui font qu'on a plus de plaisir, plus de jutosité, plus de définition. Et là où des fois on était un peu short en maturité, on peut peut-être aller un petit peu plus loin. Alors, et puis on vinifie plus de la même façon aussi. Nous, le matériel végétal a changé, on élève les vins de manière plus millimétrée, on ne fait plus trop la course à l'extraction de l'époque, il fallait faire des vins plus concentrés, plus sérieux, etc. Non, en fait maintenant je pense qu'on est vraiment dans la meilleure partie évidemment de l'appellation, de la vie de Centenay. Bien sûr. On en a parlé tout à l'heure. Alors, quelles sont vos préférences à chacun sur les vins dégustés?
Ah. Marinette, je pense qu'elle ne peut pas dire autre chose que le Gravière 2015, je suis désolé. Non. Alors, non, on en a parlé un petit peu. Elle était très impressionnée, je parle en votre nom, par le Chesnay 2016. Ouais, le Chesnay, j'ai beaucoup sur aimé. Ce côté un peu lumineux, frais, acidulé. Gouléant. Pour moi, c'est vraiment le vin, j'ai envie de reboire un verre. C'est vrai, et c'est surtout aussi un vin qui scie parfaitement la saison qu'on traverse. Moi, j'aime bien la saisonnalité dans les vins, les dimensions printanières de la proposition par rapport à la température de dehors, on ne boit pas les mêmes choses. Voilà. Moi, je ne me tape pas des Rugiens à Pommard en plein mois de juillet. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de choses beaucoup plus gaies, beaucoup plus lumineuses. Là, c'est pareil. Je trouve que ce Chesnay, il répond très bien à la saison. Alors, pour ceux qui aiment la fraîcheur, j'aurais dire pas que pour nous. Moi, je pense que Chesnay et Comte Dessus sont vraiment sur le même fil conducteur. Pour ceux qui aiment un petit peu plus la richesse je dirais, dans les gravières, vous avez deux gravières à comparer. Enfin, je pense qu'on gagne dans les deux en profondeur, en richesse, dans deux cépages différents. Voilà. Après, moi, j'aime bien la dimension quand même du premier cru de chez Camille Giroux, parce que je trouve qu'il y a ce millefeuille aromatique de floralité et puis de petites écorces comme ça. Voilà. Mais on n'est pas là pour parler de nos préférences évidemment dans ces vins, on est là pour parler de l'appellation Centenay dans son identité et dans sa diversité. Chacun mettra évidemment le curseur de plaisir où il veut en fonction de ces vins qui, rappelons-le, donc, valent entre 16 et 30 euros. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut ramener. 2020 est-elle une bonne année à Centenay? C'est une bonne année. Je pense que les vignerons sont contents. Il y a un peu de raisin dans les blancs. Il y a un peu de jus. Il y en a plus qu'en 2019, ça c'est sûr. Cette phrase en Bourgogne, vous allez l'entendre très régulièrement. C'était super 2019, mais il n'y avait pas de vin. Il n'y avait pas de raisin, il n'y avait pas de jus. Surtout en blanc, Là, 2020, moi le sentiment que j'ai, c'est que c'est plutôt satisfaisant. Le volume est satisfaisant, mais la qualité est vraiment exceptionnelle. Voilà. Et alors, ce qu'on observe dans les rouges, ça m'a été remonté par quelques caves que j'ai fait depuis le début de la campagne de dégustation de 2020, c'est qu'on a quand même des écarts incroyables. C'est-à-dire qu'on est très mûr et à la fois avec des tartriques très hauts. Et donc, en fait, on est sur des à cause de la sécheresse. À cause de la sécheresse. Et donc, on a affaire à des vins qui ont une forme des boules d'énergie. Alors, on va voir un peu comment tout ça sera canalisé. Est-ce que Centenay a fait des grands vins? Je suppose. En tout cas, on verra. On ne pourra pas faire la synthèse, évidemment, puisque la majorité des vins de 2020, là, sont, allez, on va dire, en élevage. Et donc, on aura la véritable message de ces premiers vins. Moi, à mon avis, à partir du mois de juin, quand tout le monde sera un peu posé dans la cave, et après, tout ça va refaire souvent, soit jusqu'à la fin de l'année, soit un autre hiver en cave. Et tout ça sera un petit peu posé. Alors évidemment, moi, les pronostics sur les millésimes, ça fait 20 ans que je fais ce métier et je peux vous assurer que plus j'en bois, moins j'en fais. Des pronostics, Marinette me dirait qu'on arrive à faire des trajectoires comme ça. En tout cas, n'essayons pas de comparer parce qu'à chaque fois, on s'aperçoit évidemment que les paramètres bougent et que les curseurs se déplacent selon évidemment ce que la nature… Si on veut parler de vinification, 2020, c'était vraiment très agréable à vinifier parce que c'est un millésime qui s'est fait, on va dire, très simplement. C'était naturel, tout se faisait bien. Alors, comme disait Emmanuel, moi, je suis une adepte de la vendange entière et en 2020, j'en ai mis beaucoup. Donc, ça, c'est signe que les raisins étaient vraiment très jolis. Ouais. Et par exemple, sur mon Centenay, en 2020, j'ai mis 75% de vendange entière. Voilà, donc ce qui signifie que les vignobles de Centenay peuvent aussi, parce que là, la vendange entière, c'est aussi un choix qui va peut-être un peu éclaircir le message du fruit, apporter de la floralité, mais aussi jouer avec sur la garde, etc. Et donc, ça veut bien sûr aussi dire que ces grands terroirs de Centenay vont peut-être aussi, au gré des tests comme ça et des évolutions, accueillir de plus en plus cette empreinte aromatique apportée par la vendange entière. Ça va aussi peut-être les forger et écrire les grandes bouteilles que dans 20 ans on racontera ici au BIVB en disant rappelez-vous de 2020. Vous voyez, c'est ça qu'il faut observer, c'est que peut-être que les terroirs de Centenay peuvent aussi accueillir évidemment la vendange entière. Ça, c'est quelque chose qu'on observe évidemment. Alors pour ceux qui aiment bien sûr les profils de vin avec beaucoup de vendange entière, vous ne serez pas déçus sur le millésime 2020 certainement. Écoutez, voilà, je crois qu'on arrive à la fin de ce live, à moins que vous ayez de dernières questions, peut-être que vous avez envie de réagir. J'espère en tout cas que pour toutes et tous, ça a été un très très bon moment de partage, de découverte, d'échange tout simplement. Le vin, c'est vraiment fait pour ça, rappelons-le. On a bien sûr, merci grâce à vous Marinette, interprété évidemment des sens qui sont d'abord des sensations personnelles. J'espère que vous avez les vôtres. Marinette dit que…
personne n'a raison dans le vin et je pense qu'elle a raison. Il faut bien sûr que vous mettiez vos sens sur des vins et que vous sachiez évidemment quel type de vin vous fait un petit peu vibrer ou pas. Et surtout derrière, il faut que vous creusiez un petit peu cette appellation Centenay parce qu'elle est hyper riche, 35 domaines, 300 hectares. Il y a quand même de quoi se régaler bien sûr sur, sur les multiples facettes de cette appellation qui, on l'a compris, est en pleine évolution. Voilà pour ce live. Écoutez, j'espère que c'était un agréable moment pour vous. Alors, je profite évidemment que j'ai votre attention pour vous prévenir que nous aurons deux lives ensemble autour de deux autres appellations. Alors, la prochaine live sera le 14 juin et je recevrai ici Albéric Bichot de la Maison Bichot pour parler de l'appellation Bourgogne-Côte d'Or, donc cette appellation régionale, ce qu'on a recentré sur la partie plus identitaire, on va dire, de la Côte d'Or. Et puis, l'autre session sera le 24 juin. Avec Rémi Marlin de la cave des vignerons de Bussy. Nous parlerons de l'appellation Givry, donc là, cap sur la côte chalonnaise. Givry, un noyau de cerise, de la burla, beaucoup de plaisir et surtout peut-être un grand vin de saisonnalité, surtout au mois de juin, dont on aura l'occasion de parler en long, en large et en travers. Sur ces mots, merci Marinette d'avoir participé à ce live. Merci au BIVB d'avoir organisé cette dégustation. J'espère que ça a été pour vous un agréable moment. Ça l'a été en tout cas pour moi. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi. Sur ces mots, belle dégustation et à bientôt autour d'un verre.